On commence à voir énormément de frameworks qui pop de partout. On a l'impression qu'on doit absolument les essayer, que ça va révolutionner notre produit. T'as déjà censuré des fonctionnalités en te disant c'est pas possible techniquement. Pas le framework qui fait le produit, c'est ta capacité à comprendre et à résoudre la cause des pains de tes utilisateurs. Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode du calendrier de l'Avent du produit. Pour cette seconde édition, j'ai eu le plaisir d'échanger avec 24 nouveaux passionnés que vous découvrirez jour après jour. Et en ce 1er décembre, on commence avec Sandy, qui est Product Ops chez Glady. Salut Sandy, comment ça va? Ça va, je te remercie. Est-ce que tu peux te présenter en quelques mots? Du coup, moi c'est Sandy. Je travaille dans le produit depuis 2016. J'ai exercé pas mal de rôles différents dans ma carrière, que ce soit First PM, développeuse, Scrum Master et même Engineering Manager. Et je suis rentrée chez Glady il y a un peu plus d'1 an en tant que Product Ops. Et du coup, toi, t'es passé de ingénieur au produit. Qu'est-ce qui t'a poussé à y faire carrière? Alors, à la base, et comme pas mal de personnes, je pense, j'ai commencé en tant que chef de produit digital. Puis j'ai pas mal évolué, j'ai été responsable adjointe du service digital et comme la tech ça m'intéressait pas mal, en parallèle de mon travail j'ai repris mes études à distance et j'ai fait un master en développement informatique. À l'époque les bootcamps type Le Wagon ça n'existait pas, donc fallait vraiment faire des études un peu plus longues. Du coup finalement passer sur le produit c'est un switch que j'ai fait assez naturellement. Dans l'entreprise où j'étais, donc au début on était plus en mode projet et au fur et à mesure on est passé sur de l'agilité et sur la fin le poste c'était plutôt, ça a commencé à ressembler pas mal au métier de PO et j'ai continué beaucoup à me former, j'ai fait des formations en ligne, j'ai passé des certifs de PO et de Scrum Master et j'ai même passé des certifs de DevOps. Et comme il n'y avait pas énormément de ressources, j'ai écouté pas mal de podcasts sur l'agilité, sur le produit, des podcasts en anglais, parce qu'à l'époque c'était pas spécialement encore beaucoup introduit en France. Et puis après, du coup, j'ai travaillé dans des startups early stage en tant que first PM et dev en même temps, parce que qui dit petite startup dit petit budget. Et j'ai pu apprendre le produit sur le tas en faisant pas mal d'erreurs, comme tout le monde, je pense. Qu'est-ce que t'as apporté ta formation justement? Alors je pense que ça m'a pas mal appris à comprendre finalement la différence entre le projet et le produit, à m'intéresser énormément non pas juste à rédiger des specs techniques mais vraiment à aller comprendre l'utilisateur, à aller comprendre son besoin, à aller essayer de déterminer ce qui allait lui apporter de la valeur. Le fait d'avoir aussi cette casquette dev, ça permettait directement de pouvoir déterminer ce qui allait être complexe à implémenter ou ce qui allait pouvoir être un quick win et qui allait contenter tout le monde, aussi bien en termes d'impact qu'en termes d'effort technique. Et du coup, quand tu étais dev et PM, comment est-ce que tu gérais la complexité technique justement? Est-ce que ça influençait la façon dont tu pensais le produit? Alors oui, carrément. Quand on est PM et qu'on n'a pas du tout cette casquette tech, on a du mal à déterminer si finalement la fonctionnalité qu'on va vouloir implémenter, elle va être implémentée rapidement ou ça va être un vrai casse-tête. Et là, en fait, le fait d'avoir entre guillemets les deux casquettes en même temps, ça permettait de déterminer s'il y avait des choses qu'on pouvait mettre en place rapidement ou si ça allait être une feature qui allait être assez balèze à implémenter. Et derrière, je le gérais pas de la même façon, notamment en termes d'Epic, en termes d'US et pareil en termes de temps. J'allais plus souvent mixer un sprint à moitié sur des choses qui allaient être assez rapides à implémenter et à la fois sur des fonctionnalités plus complexes où là j'allais mettre plus de temps et donc annoncer des délais un peu plus longs forcément à l'équipe par exemple à l'équipe support ou à l'équipe sales. Et du coup toi c'était juste le temps qui influençait? Le temps et la valeur je pense, ouais. T'as déjà censuré des fonctionnalités en te disant c'est pas possible techniquement? Globalement tout reste possible techniquement, par contre c'est vraiment une balance entre l'impact
l'impact et l'effort. Je vais pas me faire entre guillemets chier à passer 6 mois à développer une fonctionnalité qui va apporter très peu de valeur, surtout dans une startup early stage. L'objectif c'est de quand même pouvoir avancer, de quand même pouvoir délivrer, d'avoir une application qui fonctionne, qui est stable et sur lesquelles tu vas implémenter des fonctionnalités au fur et à mesure. Mais tu peux pas passer 6 mois. Enfin, nous on était 4 devs, donc c'est pas non plus des très grosses équipes, donc forcément ton produit il évolue pas de la même façon que si tu es une équipe de 100 devs. Donc c'était vraiment un mix entre apporter de la valeur aux utilisateurs et pouvoir délivrer quand même assez rapidement pour pas être entre guillemets trop long, parce que bah forcément plus tu tardes et plus tu as un risque qu'il y ait un concurrent qui débarque, et plus tu as un risque aussi de perdre des utilisateurs qui se lasseraient parce qu'ils trouvent pas ce qu'ils veulent dans l'application quoi. Comment s'organise le produit chez Glady? Alors Glady, ça a été créé en 2014. À l'époque, ça s'appelait We Do Gift. Notre mission, c'est d'être la référence sur le marché des avantages et des récompenses des salariés. Quand on parle avantages, récompenses, etc., c'est les chèques cadeaux, les chèques culture, bons plans, pouvoir réserver la billetterie en ligne, pouvoir bénéficier des chèques CESU, avoir une carte restaurant et toute une partie un peu challenge et une partie incentive, souvent pour des commerciaux. On a aussi un logiciel de gestion, de compta, un site internet pour que les CSE puissent communiquer avec leurs salariés, etc. Donc c'est quand même un produit qui est assez vaste. Au début, donc ça a été créé en 2014 et la first PM est arrivée en 2018. Donc elle, quand elle est arrivée, elle a pu mettre en place pas mal de choses, pas mal de process. Elle a aussi amené doucement l'entreprise vers une culture produit. Et au fur et à mesure que l'entreprise s'est rendue compte finalement de l'importance du produit, ils ont commencé à étoffer l'équipe. Donc elle a pris un petit peu plus de responsabilité. Elle est passée lead. Maintenant, elle est head of. Et puis bah voilà, les squads ont été créés au fur et à mesure de l'évolution du produit. Et en 2022, We Do Gift s'est rapproché de Sodexo, donc les chèques cadeaux tiers groupés qu'on a tous en papier en fin d'année à Noël. Et du coup, de ce rapprochement est né Glady. Donc aujourd'hui, Glady au produit, on est 45 personnes. Donc ça comprend les product managers et les product designers. Ça fait 13 squads qui sont répartis dans 3 streams. Chaque stream a son propre head of product. Et puis on a du coup au-dessus un CPO. Et côté tech, on a à peu près 75 développeurs, des QA, des data engineers, analystes, etc. et des DevOps. Et en tout, dans l'entreprise, on est à peu près 450. Et en fait, moi je suis arrivée en 2022 quand les lead product se sont rendus compte qu'avec des teams qui grandissaient très vite, les process étaient parfois un peu flous, que la communication entre les services et même à l'intérieur des équipes, ça pouvait être amélioré et que les outils pouvaient aussi être un peu mieux administrés. Est-ce que tu peux m'expliquer ce que c'est qu'une stream? Alors, une stream, en fait, c'est un ensemble de squads. Donc, on a à peu près 4 ou 5 squads dans une stream. Et chaque stream partage un sujet commun. Je vais pas vous donner l'exemple de Glady parce qu'actuellement, on est en pleine réflexion pour changer notre organisation et pour changer nos streams. Donc, on sera pas forcément les mieux placés pour faire des recos. Mais, par exemple, on peut avoir des streams qui sont par persona. Donc, une stream B2B, une stream B2C. On peut avoir des streams par feature ou par impact, comme le gros, l'engagement, la satisfaction, etc. Et on a effectivement des lead product managers et eux, ils sont transverses à toutes les équipes et leur objectif, c'est de travailler sur une partie du parcours. On travaille avec le funnel ARRR et donc, par exemple, on a des leads qui sont spécialisés sur l'acquisition, des leads qui sont spécialisés sur le revenu, etc. Et donc, eux, ils sont vraiment transverses à toutes les équipes et puis ils vont apporter leur expertise aux équipes et ils vont travailler sur différentes parties du produit. Quels sont les avantages et les inconvénients d'une organisation aussi complexe et comment vous faites pour vous y Alors, retrouver? le fait d'être nombreux, je dirais que ça nous permet d'aller plus loin, dans le sens où plus on est de personnes et plus on peut délivrer, ou alors du moins sur des scopes différents. Je dirais que si on était une seule équipe et qui devait gérer tous nos produits, ce serait compliqué de délivrer pas mal de features. Je dirais aussi que du coup, plus t'as de personnes et plus t'as de cerveaux. On est vraiment des équipes pluridisciplinaires, on a chacun nos expériences, notre point de vue et aussi notre propre expertise et du coup ça nous permet finalement au quotidien de nous appuyer sur des vrais experts et d'être meilleurs dans ce qu'on va délivrer. Et je dirais aussi que ça va permettre à chacun de trouver sa place. On a beaucoup de squads, donc on a beaucoup de scopes différents, on a aussi beaucoup de rôles différents à l'intérieur des équipes, donc ça veut dire que si tu as envie de changer de scope, si par exemple ton scope c'était la gestion des utilisateurs et que demain tu souhaites passer sur un scope sur le paiement, tu
tu peux. On a ce qu'on appelle des mercatos qui permettent aux PM de changer d'équipe. Pareil, en termes d'évolution de carrière, on a du coup des postes de lead, mais on a aussi des postes de groupe product manager. Je disais, le lead, il est plutôt expert sur une partie du funnel, là où le groupe product manager, lui, il va manager un product manager un peu plus junior et tout en continuant à être PM sur une squad. Donc c'est un petit peu un sous-rôle de head of product. Ça lui permet un petit peu de tester son appétence au management. Bien évidemment, il est accompagné, il a des formations, etc. Mais tout ça, ça permet aux gens d'évoluer en interne, de s'essayer sur des rôles qui leur donnent envie, ce qui n'est pas forcément possible dans une toute petite organisation. Après, en point négatif, je dirais qu'un des problèmes, c'est la communication. Plus on est nombreux et moins on peut dire les choses de manière informelle. On a du coup besoin d'un peu plus communiquer officiellement. Sinon, il y a toujours un risque que quelqu'un rate l'information. Du coup, on a beaucoup de channels Slack, mais on a aussi pas mal d'instances en visio pour diffuser des informations à différentes échelles, que ce soit à l'échelle de l'ensemble des collaborateurs de Glady, ou juste pour le pôle produit et tech, ou juste pour les PM, juste pour la tech, ou pour les PM et les designers, etc. Mais du coup, ça nous demande aussi en tant que manager de bien diffuser les informations à nos équipes, mais également d'être près d'eux au day-to-day pour qu'ils continuent à se sentir écoutés et respectés, même si on est nombreux. Et après, le dernier point négatif, je dirais que plus on est nombreux et plus c'est aussi difficile d'avoir l'adhésion de tout le monde quand on met en place un nouveau process ou qu'on va améliorer un ancien process. Évidemment, chacun a sa propre personnalité, mais aussi ses propres habitudes de travail. Donc on essaie plutôt d'insuffler le changement progressivement, étape par étape, plutôt que de tout bousculer d'un coup, ce qui ferait que ça pourrait braquer les plus réfractaires, on va dire. Ça peut être compliqué pour certaines décisions, ça peut créer une inertie. Ouais, tout à fait. Alors récemment, on a eu un bon exemple. Il y a un CODIR qui est mis en place. Donc le CODIR, c'est vraiment à l'échelle des 6 levels, donc le CPO, CTO, CMO, CFO, blablabla. Mais derrière, on comprenait pas forcément les décisions qui étaient prises à ce CODIR. Donc il y a un extended CODIR qui vient d'être créé, qui là s'adresse non pas au C-level, mais à tous les managers juste en dessous, dans l'objectif de justement pouvoir mieux partager l'information, mais aussi ça permet aux CEO de récupérer aussi des retours terrain, d'avoir des retours concrets des équipes, plutôt que de s'adresser uniquement au C-level. Du coup, tu parlais de communication. Du coup, vous êtes énormément en télétravail. Ça ajoute une difficulté de communication. Comment est-ce que vous faites pour remplacer les discussions informelles que tu as habituellement à la pause déj et à la pause café? Et comment est-ce que tu fais aussi pour sonder le bien-être de tes équipes? Alors, on est beaucoup à être en remote. Du coup, ça veut dire qu'on a une bonne culture de remote. On a une bonne culture de l'écrit, une bonne culture de la visio. Donc, même s'il peut y avoir des échanges informels à la machine à café, on parle énormément toute la journée sur Slack, ou on s'appelle sur Slack ou sur Meet. On se fait aussi des visios post-café pour parler un petit peu de tout et de rien et de créer du lien. Et on a aussi pas mal de relais qui sont très proches des équipes opérationnellement et qui vont pouvoir justement nous remonter s'il y a eu des tensions, s'il y a des problèmes, s'ils sentent que voilà qu'il y a des choses à faire. Je pense notamment à l'équipe Scrum qui elle assiste à tous les rituels des squads, aux rétros, etc. Et derrière, elles vont pouvoir remonter des problématiques qu'on pourra traiter ensuite dans l'équipe Product Ops ou qui sont traitées directement par le manager en fonction de la problématique. On est aussi en train de mettre en place un NPS interne. Donc c'est un questionnaire anonyme sur Slack qui va pouvoir déterminer le niveau de bien-être des équipes et nous permettre, côté manager, de mettre en place des changements si nécessaire. On a aussi des one-one chaque semaine entre chaque manager et chaque manager. Donc l'objectif, c'est aussi de faire le point sur des choses qui peuvent être améliorées ou des problématiques du moment. Notre objectif, c'est toujours de faire en sorte que les équipes soient les plus épanouies possibles pour que chacun reste chez Glady le plus longtemps possible. Du coup, on va passer au module 2 sur la vision produit. Du coup, quel conseil tu donnerais à quelqu'un qui se lance dans le produit?
Alors, je dirais qu'il faut s'accrocher. On va pas se mentir, le marché il a pas mal évolué depuis un an et demi, et pas forcément dans le bon sens. Les salaires un petit peu super hauts des dernières années, bah, ça existe plus beaucoup. La priorité maintenant c'est la rentabilité, il y a plus de levée de fonds à tout va, etc. Il y a moins de full remote, et les profils les plus recherchés sont pas forcément les PM juniors. Avec l'émergence des bootcamps, on a eu beaucoup de candidats qui sortent et qui s'attendent à trouver leur premier job en traversant la rue. Ça a pu être vrai il y a quelques années, mais maintenant c'est pas trop ça. Et encore, si tu as la chance d'habiter à Paris, il y a un peu plus d'opportunités, mais c'est vrai que dès que tu es en région, c'est un peu plus compliqué. Donc mon conseil, c'est de ne pas se focaliser forcément sur le job parfait dès le départ. Si tu cherches vraiment un job de PM junior avec un bon salaire dans une équipe déjà mature sur un produit avec beaucoup de valeur qui correspond à toutes tes attentes, etc., tu peux le trouver, mais faut être patient et il faut avoir un bon chômage pour patienter. Donc par exemple, je dirais que tu vois un rôle de PO pour commencer, même en ESN, ce qui je sais ne fait pas rêver, bah en fait c'est déjà une bonne base parce que tu vas pouvoir apprendre pas mal, tu vas pouvoir varier les missions, varier les typologies de clients. Donc finalement c'est ça aussi qui va te faire une bonne expérience. Je dirais aussi qu'en attendant de trouver son premier travail, c'est important de continuer à se former. Les bootcamps, c'est bien, mais c'est juste une base. Donc, il faut vraiment mettre en application tout ce qu'on a appris, potentiellement grâce à des side projects. Il faut faire sa propre discovery, aller interroger des utilisateurs, utiliser Figma pour le design, faire du no-code, pourquoi pas, documenter tout ça sur Notion. L'objectif, c'est que du coup, bah, ton CV aussi soit plus étoffé, que tu ne perdes pas la main et que bah, en entretien, tu puisses vraiment vendre finalement tout ce que tu as pu faire sur tes side projects. Du coup, toi, comment tu vois le monde du produit évoluer? Je vois beaucoup d'annonces avec des expertises vachement précises. J'ai vu une annonce par exemple récemment dans une startup dans la compta, et dans l'annonce il y avait marqué bah on est ok pour t'apprendre le métier de PM, mais faut que tu aies déjà fait de la compta avant, et c'est encore mieux si tu as déjà utilisé notre logiciel. Donc là déjà on commence à se dire que finalement l'expertise du secteur d'activité elle est parfois plus importante que l'expertise produit. C'est pareil, tu as beaucoup d'annonces dans la fintech où clairement on te demande d'avoir déjà travaillé dans la fintech. Donc en fait, ça commence à se spécialiser. On commence à voir énormément de frameworks qui pop de partout. On a l'impression qu'on doit absolument les essayer, que ça va révolutionner notre produit. Bah, spoiler alerte, c'est faux. Honnêtement, c'est pas le framework qui fait le produit, c'est ta capacité à comprendre et à résoudre la root cause des pains de tes utilisateurs. Faut pas essayer à tout prix de mettre en place plein de frameworks. C'est pas, enfin voilà, c'est pas ça qui fera que tu feras du meilleur produit. Et je vois aussi qu'on est dans une époque où on essaie de vulgariser le produit et la tech. L'objectif, c'est vraiment que notre métier ne soit plus forcément une boîte noire, mais au contraire de surcommuniquer auprès des parties prenantes, auprès des autres départements, etc., pour que nos décisions soient comprises et acceptées. Globalement, c'est toujours ok et c'est important d'oser dire non, mais il faut savoir l'expliquer, il faut savoir l'étayer par de la data, etc. Donc clairement, ça commence. Enfin voilà, encore une fois. On voit pas mal de spécificités qui commencent à arriver. Finalement, le PM, il est généraliste. Il perd de rien, mais il doit coordonner tout et tout le monde. Et en ce moment, j'ai l'impression que dans les annonces, bah, t'as à la fois ce côté très, tu dois coordonner tout le monde, mais en plus, tu dois être quasiment expert de tout. Et ça commence à être compliqué. Au final, personne n'est réellement expert du tout. Oui, alors clairement pas. Mais si tu regardes, les entreprises galèrent à recruter. Donc en fait, il y a vraiment un décalage entre eux. Il y a beaucoup de gens sur le marché, mais les entreprises ont des attentes qui sont très hautes, et qui potentiellement préfèrent passer 6 mois à recruter que d'accepter que
leur annonce est une annonce enfin, qui n'existe pas. Mais ça marche aussi dans plein de trucs. La tech, il y a certaines annonces où tu as l'impression que tu es un département IT à toi tout seul. Et il faut du temps aux entreprises pour se rendre compte que bah, ce profil-là, ce mouton à cinq pattes, il n'existe pas. Heureusement, s'ils arrivent à se faire accompagner par des bons recruteurs, c'est aussi eux qui peuvent leur ouvrir les yeux pour leur dire bah t'es bien mignon, mais si tu veux vraiment recruter cette personne-là, déjà il faut tripler le salaire, mais en plus il faut t'attendre à ce qu'elle arrive potentiellement jamais parce que ça n'existe pas. On va passer au module 3, Harvester. Alors pourquoi est-ce que tu as choisi de nous parler d'Harvester? J'aime bien les outils français et que c'est une petite start-up. Donc j'aime bien aussi aider les start-up à décoller. Harvester, c'est un outil de product management, un peu comme Product Board. On l'a pris parce qu'en fait, on avait besoin de fluidifier la remontée de besoins de la part des équipes métiers, mais aussi de centraliser tous les besoins, tous les feedbacks, tous les insights à un endroit précis, donc que ce soit les insights du support, des sales, des utilisateurs, etc., pour pouvoir faciliter la prise de décision et la priorisation des PM dans les opportunités à creuser. Et on voulait aussi un outil qui puisse faire le lien entre nos OKR d'entreprise, nos OKR de pôle, nos initiatives, etc. pour avoir une roadmap assez claire à présenter. Et Jira nous permettait pas spécialement de faire ça parce que c'est trop axé épique et c'est pas suffisamment high level. Quel conseil tu donnerais à quelqu'un qui souhaite prendre en main Harvester? Je dirais que Harvester, c'est un outil hyper puissant. Donc, c'est un outil qui va te permettre, du coup, de centraliser tous tes feedbacks via différents plugins. Ils ont des plugins, par exemple, sur Salesforce où un sales à l'intérieur d'une fiche client va pouvoir remonter un feedback qui sera associé à son client, qui fait que du coup, on garde une traçabilité. Nous, on sait quel client a été impacté, mais aussi le CA de ce client, ce qui va aussi nous permettre de pouvoir prioriser. Si on a 3 clients qui sont impactés, mais que ça représente la moitié de notre chiffre d'affaires, ça sera pas forcément la même chose que si on a des tout petits clients. Et encore, je dis pas que le CA fait tout, mais en fait, c'est juste plein de données qui vont nous permettre de prendre des meilleures décisions. Combien de personnes sont impactées? C'est quoi le CA? C'est quoi l'impact? C'est quoi l'effort technique que ça nous demanderait de mettre en place qu'ils veulent, etc. Toutes ces données-là, derrière, te permettent de pondérer et de pouvoir prioriser. Je dirais qu'une des choses qui est la plus difficile, alors c'est pas difficile, c'est juste attention, c'est de réfléchir à l'architecture qu'on veut donner à l'outil. L'objectif, c'est que du coup, les équipes puissent bien se retrouver dans l'outil, qu'elles retrouvent toutes leurs opportunités, etc. Mais à la fois que les autres métiers puissent regarder et rapidement aussi voir les opportunités et que ça leur parle. Donc en fait, l'objectif, c'est que ce soit pas le bordel au bout de 6 mois. Donc il y a un petit enjeu de comment est-ce que tu construis l'outil pour que tout le monde s'y retrouve de façon fluide. Pareil, il y a un système de label pour le feedback. Quand tu remontes un feedback, tu peux sélectionner le sujet en fait du feedback du client ou de l'utilisateur. Donc il a fallu qu'on crée vraiment des feedbacks qui soient suffisamment clairs et explicites pour que les métiers le comprennent et qu'ils puissent le sélectionner quand ils remontent leur feedback. Parce que derrière, en fait, une fois que tu as associé un feedback à un label, le label est lui-même associé à une équipe. Donc en fait, le feedback arrive directement dans la boîte de réception de la squad concernée. Donc voilà, il y a eu un petit travail à faire. Et après, derrière, il y a tout un système de priorisation des feedbacks. Et c'est toi qui choisis ta méthode de priorisation. Donc, et elle s'applique à toutes les opportunités. Donc en fait, c'est là qu'il faut bien réfléchir en amont à quel système de priorisation tu veux. Est-ce que ce qui est important c'est l'impact? Est-ce que ce qui est important c'est l'effort technique, le nombre de feedbacks? Chacun peut avoir un poids différent. Tu peux dire que l'effort technique, n'importe quoi, l'effort technique c'est 2 fois plus important que le nombre de feedbacks par exemple. Et du coup, automatiquement, ça va pondérer par rapport au poids que tu as donné. Donc c'est assez important de bien le définir en amont. Merci beaucoup d'avoir participé. Est-ce que tu as un mot de la fin?
Oui, bah déjà j'ai été ravie de pouvoir échanger avec toi, Marceline. Merci de m'avoir invitée. J'ai peut-être dressé un portrait un peu dur du recrutement actuellement et des opportunités de rejoindre des entreprises. Mais en vrai, le produit c'est vraiment une aventure passionnante. On a énormément de diversité de métiers et de profils. On peut être PM, PM Data, Product Analyst, Product Ops, Product Designer, Product Marketing, enfin bref. Quiconque souhaite se lancer dans le produit pourra trouver sa place, je pense. Merci d'avoir écouté cet épisode, j'espère que ça vous a plu. Vous pouvez retrouver un résumé en vous inscrivant à la newsletter sur afternoon.pm. À demain pour un prochain épisode.